Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1 aujourd'hui, vendredi 29 juin. Voilà 5 années que le C2D, contrat de désendettement et de développement, est mis en œuvre en Côte d'Ivoire. Ce programme de reconversion de la dette extérieure due par la Côte d'Ivoire à la France a enregistré un taux de décaissement de 87%. 600 millions de nos francs décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour financer les œuvres des cinéastes ivoiriens. Cette année 2018, les acteurs du monde cinématographique pourront bénéficier de ce fonds sous forme de subventions. Sommet de l'Union européenne à Bruxelles, les 28 ont finalement trouvé un accord sur la question migratoire. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, l'a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. Bienvenue dans le 13h, vous êtes sur RTI 1. Le contrat de désendettement et de développement C2D célèbre ses 5 années de mise en œuvre. Le bilan est jugé satisfaisant sur les deux C2D, avec un taux de décaissement de 87%, soit 1,67 milliards sur une enveloppe globale de 151,35 milliards de francs CFA. Chèque connaît. C'est le 26 juin 2012 que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un allègement de sa dette vis-à-vis de la France dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Le montant de la dette, 2500 milliards de francs CFA. Une partie de ce montant, soit 600 milliards de francs CFA, est annulée et les 1900 milliards de francs CFA restants sont affectés au financement de projets de développement à travers un mécanisme innovant d'aide appelé Contrat de désendettement et de développement C2D. 5 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? L'objectif principal de cette troisième réunion du comité d'orientation et de suivi du contrat COS C2D est de faire le bilan de ces années en vue de capitaliser les acquis et préparer le lancement du troisième C2D. Je dois dire que ce bilan donc, est satisfaisant puisque nous avons 87% donc, de taux de décaissement, ce qui est important dans le cadre de ce type de projet. Que ce sont des projets qui s'exécutent sur l'ensemble du territoire national et tous l'ensemble des secteurs donc, qui améliorent le quotidien donc, des Ivoiriens. Que ce soit le secteur de l'eau, que ce soit le secteur des infrastructures donc, routières et qui permettent aussi, donc, au niveau notamment de l'agriculture, de procurer des revenus donc, à nos populations. Une satisfaction attestée par les rapports d'audit de 2 cabinets internationaux qui notent le respect des procédures d'exécution des dépenses, mais également l'absence d'anomalies sur les ouvrages réalisés aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Des projets très concrets ont été réalisés et une très grande fluidité de fonctionnement a été obtenue entre les équipes françaises et ivoiriennes. Le choix des projets répond à la politique ivoirienne de développement. Donc c'est notre approche que d'être en partenaire de cette politique de développement. Le montant cumulé des 2 contrats de désendettement et de développement C2D sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020 porte sur une enveloppe de 1151,25 milliards de francs CFA. 7 secteurs dont l'éducation, l'emploi, la justice, les infrastructures et la sécurité ont bénéficié d'investissements majeurs sur toute l'étendue du territoire, au grand bonheur des partenaires techniques. On peut humblement estimer que le bilan est très positif. Donc c'est l'occasion de chacun des acteurs de faire son bilan personnel, de faire un bilan consolidé au CDD et de voir les perspectives dans les 3-4 années qui arrivent. Mécanisme d'aide au développement s'appuyant sur une gestion collégiale entre plusieurs acteurs, le C2D s'est imposé comme un véritable instrument de coopération. Cependant, quelques dysfonctionnements selon la société civile. Il faut renforcer la décentralisation et l'administration ivoirienne pour qu'elle soit opérationnelle afin de prendre en charge vraiment tous les projets réalisés. La célébration de cette journée s'est poursuivie avec une visite guidée de l'exposition photo des activités ainsi que la présentation du nouveau logo du C2D. Mais avant, Amadou Gon Coulibaly a procédé à la signature de la convention d'affectation du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux en Côte d'Ivoire, dénommé Écoterre, sur le 2e C2D.
L'État de Côte d'Ivoire, avec le groupe de la Banque mondiale et le groupe consultatif d'assistance aux pauvres, initie une rencontre sur l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Ce symposium a dressé un état des lieux de l'inclusion financière et aussi des perspectives de la finance digitale en Côte d'Ivoire. Chancha Kwame. De 34% en 2014, l'inclusion financière entendait la population adulte déclarant posséder un compte dans une banque, une institution de microfinance ou un compte de mobile money est passé à 41% en 2017. Une amélioration grâce au transfert d'argent par le téléphone portable. La digitalisation, par le fait que la majorité de la population possède un téléphone mobile, donc pourrait être détenteur d'un compte de mobile money, effectivement c'est un espoir de pouvoir utiliser ce canal pour toucher ces populations. L'objectif est d'atteindre le niveau de certains pays africains comme le Ghana et le Kenya où l'inclusion financière touche plus de 60% de la population. Ce qu'on a vu particulièrement au Kenya, c'est que cette croissance a été tirée donc, par le mobile money et particulièrement non seulement pour les services de paiement mais pour aussi l'accès à l'épargne et l'accès au crédit. Il faut créer un partenariat entre les banques et les services mobile money. Faire la promotion de l'inclusion financière par la digitalisation des services financiers en Côte d'Ivoire, la question est au centre des discussions. Il s'agit de permettre aux populations exclues du système bancaire classique d'être pris en compte et cela passe par des réformes. Ce symposium vient donc à point nommé pour approfondir l'ensemble des questions d'ordre pratique et réglementaire dont la résolution devrait permettre la mise en place d'un écosystème favorable au développement de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire et partant la réussite de la transition vers la digitalisation. La digitalisation des moyens de paiement en Côte d'Ivoire, le projet est accompagné par la Banque mondiale. 18e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Au centre des échanges, l'augmentation du volume des investissements par la couverture des risques politiques et des garanties liées au risque de non-paiement. Le chef de l'État ivoirien renforce les capacités des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Des engins roulants et du matériel incendie et biomédical d'une valeur totale d'1 milliard de francs CFA ont été remis au GSPM par le ministre d'État, ministre de la Défense. Le reportage de Moussa Konaté. 4 véhicules de secours d'assistance aux victimes, 5 flotteurs pneumatiques, du matériel d'incendie et biomédical, des équipements d'une valeur d'1 milliard de francs CFA offerts par le président de la République au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ce don concourra considérablement à l'amélioration de nos services envers les populations. En ce qui nous concerne, il s'agira de toujours placer la performance au cœur de nos missions pour mieux servir les populations. Je voudrais vous donner ici l'assurance que des dispositions seront prises par le commandement pour une utilisation judicieuse et efficace de ces matériels. Lors des récentes pluies diluviennes, les sapeurs-pompiers ont été fortement présents sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de la Défense, salue les pompiers pour le travail abattu et les encourage à renforcer l'assistance aux populations. Les inondations, c'est le dérèglement climatique. Les grands pays, les États-Unis, la France, tout le monde en est victime. Mais ce qui est important, c'est comment chaque pays est préparé à affronter ces situations dramatiques. Cette catastrophe a mis en exergue l'engagement des sapeurs-pompiers militaires. Et je voudrais leur dire que toute la nation est fière du travail des pompiers. Je vous engage à continuer. Je voudrais leur dire un grand merci pour toutes ces vies préservées, avec détermination, engagement. Grand merci au président de la République qui chaque jour apporte des solutions concrètes dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. La remise officielle de ce matériel de secours a vu la présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambi. Rappelons qu'en 2013 et 2016, plusieurs engins de secours et matériel de sauvetage avaient été remis par le chef de l'État aux pompiers afin de mieux faire face aux cas de sinistres.
Ayam Sokro, le directeur régional de la construction, a été relevé de ses fonctions. Une décision qui fait suite à l'effondrement d'un immeuble en construction le 13 juin dernier. 10 personnes y ont perdu la vie. Bonne nouvelle pour le monde cinématographique ivoirien. Le gouvernement octroie une enveloppe de 600 millions de francs CFA pour le financement des œuvres cinématographiques pour l'année 2018. Serge Coléa. 600 millions de francs CFA, c'est la cagnotte mise à la disposition du FONSIC, le fonds de soutien à l'industrie cinématographique pour cette année 2018. Ces fonds, alloués par l'État de Côte d'Ivoire et logés dans une banque de la place, vont servir à appuyer les cinéastes dans la réalisation de leurs films et documentaires. Nous allons mettre l'accent sur la subvention, mais insister pour qu'il y ait quand même une quote-part qui soit remboursée. Je suis pour donner la culture de la rentabilité à nos acteurs du cinéma. Donc cette réunion est la réunion de relance. C'est parce que depuis un an, c'était devait avoir des subventions qui n'ont pas encore été mises à leur disposition. Nous voulons donc rassurer nos producteurs, nous rassurer nos réalisateurs pour leur dire que l'État se tient toujours à leur côté. Et si on a mis du temps, c'est parce que nous voulons partir d'un meilleur pied. Et nous travaillons pour que nous soyons au rendez-vous de Ouagadougou en 2019 en bonne force, afin que la Côte d'Ivoire puisse toujours tirer le meilleur profit de sa politique de cinéma. Pour cette première réunion du comité de gestion du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, présidé par Zoumana Koulibaly, 14 dossiers proposés par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire seront analysés. Lui ne fait pas son cinéma, mais manie plutôt le saxophone avec dextérité. Manu Dibango, saxophoniste de légende, marque ses 60 ans de carrière par un concert aujourd'hui à Abidjan. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de la Culture et de la Francophonie et par des artistes tels que Aïcha Koné ou encore Nayan Kabel, dont il a été le formateur. Serge Coléa. À son arrivée au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, une surprise de taille attend Manu Dibango. Aïcha Koné et Nayan Kabel, deux grandes voix d'Afrique qui l'a contribué à façonner, font partie du comité d'accueil. Je suis vraiment ému parce que quand je suis arrivé ici, Aïcha elle avait 18 ans. Avec des cheveux courts et tout ça. Nayan Kabel est venu plus tard. Peut-être le ministre n'était pas né d'ailleurs. Manu et la Côte d'Ivoire, c'est une longue histoire d'amour. Le premier passage, c'est au mois d'août 60, où la Côte d'Ivoire est devenue indépendante et où j'ai eu la chance, avec un orchestre des copains à moi qui s'appelait les Cocoblico, de jouer pour cette fête-là. Après, on m'a fait confiance pour monter l'orchestre de la télévision. Je viens au nom du gouvernement pour l'accueillir et lui dire tout l'honneur que nous recevons en tant qu'Ivoiriens de l'accueillir en Côte d'Ivoire. Et aussi le saluer pour sa grande contribution à l'émergence d'une musique ivoirienne forte. Manu, pour moi, c'est une école. La culture, c'est Manu. Ça a été notre maître et ça reste notre maître. Il est resté jeune et beau parce qu'il vit sa musique tous les jours et nous allons communier avec lui. Le saxophoniste de légende est à Abidjan pour le concert anniversaire de ses 60 ans de musique. Manu Abidjan, c'est un grand spectacle de saxophone et de jazz. Dans le domaine du droit des affaires, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a siégé hier jeudi en audience solennelle. 5 nouveaux juges élus par le Conseil des ministres de l'OHADA ont prêté serment et leur mission, c'est de traiter les contentieux, faire des arbitrages et donner des avis consultatifs sur les questions des droits des affaires dans les 17 pays membres de l'organisation. Guy-Roger Nguesson et Godefroy Okambawa. La main droite levée face à la Cour, les juges Berté Mamadou du Mali,
Houto Afiwa Kendena du Togo, Demba Armand Claude du Congo, Ngo Montgui Igoueste du Cameroun et Minimé Arsène Jean Bruno de la Centrafrique déclarent solennellement d'exercer fidèlement leurs fonctions en tout honneur et impartialité. Ces nouveaux juges qui viennent de prêter serment ont été élus par le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA lors de sa session tenue à Conakry en novembre 2017. Ces nouveaux juges viennent compléter l'effectif de cette cour qui est de 13 membres. Ça me donne une lourde responsabilité dans la mesure où la Cour commune de justice et d'arbitrage a pour mission essentielle d'élaborer la jurisprudence de l'OHADA. S'agissant de la gestion des dossiers, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qualifiée aussi de Cour suprême du droit des affaires des 17 États membres de l'OHADA, a reçu 152 recours et rendu 171 décisions au premier semestre de l'année 2018. Un résultat jugé encourageant selon Flora d'Almeida Mel, en fin de mandat à la tête de cette Cour. Nous avons hérité de la Cour et comme je l'ai dit, les prédécesseurs ont travaillé. Nous n'avons que fait porter ce que les prédécesseurs ont fait et nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons fait réaliser un taux de 103% déjà pour l'année dernière. Et cette année, à mi-année, nous sommes déjà à 113%. Le secrétariat permanent de la conférence des barreaux de l'espace OHADA, représenté par M. Abeyao, salue l'arrivée de ces nouveaux juges qui permettra de passer à une étape supérieure dans la gestion des dossiers de l'activité économique des États membres. Ces juges ont un mandat de 7 ans, non renouvelable. Du 30 juin au 1er juillet prochain, Amadou Gon Coulibaly est attendu dans la région du Gor pour une visite officielle. Les populations attendent beaucoup de cette visite du Premier ministre, notamment en termes de développement et d'amélioration de leurs conditions de vie. Godefroy Kambawa. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Gor du 30 juin au 1er juillet prochain. La première visite officielle qu'il rend dans le département de Gagnoa depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Le doyen des cadres du département de Gagnoa, Joachim Djedjebagnon, rassure de l'intérêt que portent les populations pour cette visite. Dans l'espace de 4 ans, nous avons reçu le président de la République lui-même, nous avons reçu la première dame, nous avons reçu le président de l'Assemblée nationale, nous avons reçu le vice-président. Nous pouvons dire haut et fort que nous ne sommes pas négligés dans cette République de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'invite toute la population que nous soyons tous au rendez-vous de reconnaissance, jeunes, femmes, en tout cas tous ceux qui ont des intérêts dans cette région sont invités. Tout est donc prêt à Gagnoa pour recevoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations espèrent en cette visite l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment le règlement définitif du manque d'eau potable dans plusieurs villes du département, ainsi que l'amélioration du plateau technique médical. Nous avons toujours voulu que Gagnoa soit arrimé à la République et c'est avec joie que nous constatons aujourd'hui que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire viennent vers Gagnoa, viennent à Gagnoa. C'est une première fois, donc nous tous on attend qu'ils viennent pour voir un peu, on va l'expliquer un peu les difficultés des jeunes qui sont ici. De la manière on veut essayer d'évoluer un peu pour qu'on puisse aller de l'avant, quoi. Ouragayo constitue la première étape de cette visite, puis Guibérois, Galibré et enfin Gagnoa. Le ramassage des ordures est devenu un véritable casse-tête chinois depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Une triste réalité à Abidjan et également dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Les mesures gouvernementales restent sans grand effet. Pourquoi cet état de fait entre conseils municipaux et régionaux? Qui fait quoi exactement? Le dossier politique est signé Gabriel Zani. En 2017, le gouvernement consacre près de 17 milliards de francs CFA au ramassage des ordures. Les opérations villes propres, balais devant ta porte, grand ménage se succèdent dans les villes et communes. Parallèlement à cela, de nouvelles voies se créent. 80% des artères principales sont bitumées. Mais malgré ces investissements colossaux de l'État, les routes se dégradent au constat.
et l'entretien, l'assainissement des collectivités territoriales demeure un problème. Le maire, on l'a voté pour que nous soyons tous à l'aise. Mais nous voyons qu'il y a des défaillances quelque part. On nous a dit qu'on aurait un quartier chic. Des fois, tu vas dans les rues, les poubelles sont exposées partout. Donc on se demande s'il y a des budgets pour ça ou bien il n'y a pas de budget. L'insalubrité. En cause, les élus locaux, ces premiers administrateurs des communes. La mairie, vraiment, ne gère pas concrètement la commune. On voit que souvent, les mairies font exprès. Je ne sais pas. Il y a les poubelles qui sont entassées devant les maisons. Bon, la CITAF ne passe pas pour ramasser. Personne et la population se soulève pour faire ça sur le goudron. La plupart des communes du district d'Abidjan montrent des visages bien tristes. Selon les riverains, pourtant, les maires affirment qu'ils travaillent. Ça fait 3 mois que les rues de Makori ne sont pas balayées. La précollecte, ça nous coûte 250 millions. Nous allons plus loin. Quand on envoie au centre de groupage, il faut que ça soit ramassé pour aller à la décharge. Parce que si ce n'est pas ramassé, les opérateurs ne peuvent pas continuer d'envoyer là. Et là, ça bloque. Donc le petit qui vient prendre ses 1000 francs dans un ménage, parce qu'il ramasse les poubelles, s'il ne peut pas aller trop loin, il déverse dans le quartier. Si le ramassage des ordures produites par les ménages, les petits commerces, les restaurants dans les quartiers n'est pas de la responsabilité seule des élus locaux, le déguerpissement des petits commerçants installés sur les trottoirs laids. Seulement voilà, le maire ne peut pas chasser ses futurs électeurs. Tout le problème est là. La difficulté, c'est à l'intérieur des quartiers. Ce sont nos populations. C'est ce petit commerce-là qui les nourrit. Avant de le faire, il faut les sensibiliser. Il faut parler. Dans toute la Côte d'Ivoire, les trottoirs sont occupés par les commerçants. C'est un travail difficile à faire. Parce qu'en même temps, si vous procédez par autorité à faire par tous ces dames-là, tous ces hommes-là, c'est comme si vous participez encore à la création du chômage. Autre boulet pour les maires dans l'accomplissement de leur mission. L'ineffectivité du transfert des compétences constitue un handicap majeur pour les maires qui gèrent à plein régime les communes. Le transfert des compétences, c'est aussi bien les ressources financières que les ressources humaines. 20% des ressources qui sont transférées, pour être plus précis, environ 13%. Tout le reste, ce sont les ministères qui donc gèrent ces ressources. Il n'y a aucune raison pour que ces ressources humaines ne soient pas transférées au niveau des collectivités territoriales si on veut que ces collectivités jouent pleinement leur rôle. Si elle a été voulue, la décentralisation, c'est une volonté de l'État, c'est une volonté du gouvernement. Il faut aller au bout. Un maire doit avoir il doit mettre ses propres moyens même en valeur d'abord. Mais tu n'as pas de moyens, tu viens, tu dis votez moi. Mais demain on te vote, tu ne fais rien. Après demain tu dis non, c'est pas moi, c'est l'État qui me donne les moyens. Non, nous on ne connaît pas l'État. Tu es venu faire ta campagne, c'est toi, nous on connaît. Mais la question de la décentralisation conférant véritablement le transfert de compétences, exemple tel les élus locaux de leurs devoirs régaliens, la réponse est non. Il y a une question de gouvernance au niveau des communes. Je prends le cas de Yopougon. Les plans d'origine de Yopougon comportaient des espaces verts, un habitat aéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté des installations anarchiques. Bien entendu, il n'y a pas que les maires seuls, les ministères aussi responsables, mais le désordre urbain est du ressort essentiellement des maires successifs dans les différentes communes. À ce niveau, notre responsabilité est totale. Les griefs contre les élus locaux sont légion et les conseils régionaux ne sont pas exclus. Nous sommes dans la région des Grands Ponts, précisément à Dabou. Les populations soulèvent ni l'existence des actions du conseil régional. Ça fait un bon moment qu'on a voté un président, mais on ne sait pas réellement si ce conseil régional existe à Dabou. La réponse du président du conseil régional est sans équivoque. Il ne faut pas oublier que le conseil régional, c'est un processus nouveau depuis 2013 que l'État a lancé. C'est grâce aux conseils régionaux qu'on a des centres de santé, qu'on a des ambulances, qu'on a des équipements dans les villages, qu'on a des collèges. Les conseils régionaux ont fait presque autant d'écoles que le ministère de l'Éducation nationale, au niveau des écoles, d'un point de vue statistique. Si les villes et régions de la Côte d'Ivoire sont ce qu'elles sont, cela ne dépend pas seulement des premiers responsables des collectivités territoriales. Nous avons par exemple l'université de Jacquesville, canadienne,
La problématique qu'on rencontre dans la structuration des financements, c'est que souvent, les bailleurs de fonds nous demandent la garantie souveraine de l'État. Sur la table des maires, des conseillers régionaux, les projets de communes de régions agréables sont élaborés. Mais au final, l'insalubrité, la dégradation des routes, le développement approximatif, qui en est responsable? La direction de la décentralisation n'a pas souhaité pour l'heure répondre à cette question. Cependant, un début de solution se profile au SNRC, le Secrétariat national pour le renforcement des capacités. L'institution a pensé à dresser le profil de l'élu local et de la collectivité territoriale émergente. L'élu local nouveau doit être un visionnaire et un leader. Il doit pouvoir accorder la vision du gouvernement à son territoire. On dit aussi que l'élu local nouveau doit être un agent de développement. On dit que l'élu local nouveau doit pouvoir vendre son territoire au niveau national et au niveau international. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini le profil, le SNRC maintenant met un plan d'accompagnement pour les élus pour qu'ils arrivent à atteindre ce profil. 8 collectivités territoriales dont 5 communes, 2 régions, notamment la Nawa et le Kabadougou, et le district de Yamoussoukro sont les zones choisies pour le projet pilote du plan d'action du SNRC. Un plan prenant en compte la formation des élus locaux et la sensibilisation de la population pour un développement local inclusif. Dans le domaine de la santé sur le continent africain, la Côte d'Ivoire a l'un des plus faibles taux en matière de planification familiale. La méconnaissance des méthodes de contraception est à la base de nombreux décès néonataux. Pendant 2 jours, plus de 12 000 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives vont être touchées dans la commune de Boaké. Le Forum international du logement social, économique et standing s'est refermé. Après 3 jours d'échanges autour du foncier, de la fiscalité et du financement, les acteurs du logement venus de plusieurs pays ont entre autres noué des partenariats d'affaires. Francis Boifo. La 3e édition du Forum international des logements sociaux, économiques et standing Philos a été annoncée pour 2020. La 2e a refermé ses portes après 3 jours d'échanges instructifs. Durant ces 3 jours, j'ai réalisé que le domaine du bâtiment est aussi vaste et pourrait donner l'opportunité à nous en tant que jeunes diplômés et de pouvoir avoir du travail. Cette rencontre internationale sur les logements sociaux a été une opportunité d'affaires. Nous faisons la distribution internationale de marbre. Nous sommes venus au Philos, on a participé, on a eu le temps de créer, de signer des contrats de partenariat avec des gens qui sont venus du Burkina, du Togo, du Bénin, un peu partout. C'était vraiment bon. J'étais absorbé par le stand, par les invités. J'ai eu des contacts vraiment très intéressants. La preuve, mon départ c'était pour ce vendredi, donc j'ai décalé encore 1 semaine. Plus de 1500 visiteurs enregistrés. Certains pour prendre part au panel et d'autres pour s'informer sur les matériaux de construction et d'équipement. On a constaté que le solaire, il y a certaines personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc en nous approchant, en tant qu'ingénieurs dans le domaine, nous leur donnons des ouvertures, des portes, comment faire pour acquérir le solaire. Ce forum a permis également aux promoteurs immobiliers, experts et membres du gouvernement d'ébaucher des solutions relatives au foncier, la fiscalité et le financement pour offrir des logements décents aux populations. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji annonce qu'elle va livrer entre 1000 et 3000 logements à compter de 2019. Sommet de l'Union européenne à Bruxelles, les 28 ont finalement trouvé un accord sur la question migratoire. Le président du Conseil européen l'a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Italie avait bloqué jeudi l'adoption de déclarations communes en demandant des actes concrets, mais les détails de l'accord n'ont pas encore été précisés. Voilà, merci de votre attention. Bon vendredi à tous et à demain, 13h. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile
Pour tout savoir sur la couverture maladie universelle, CMU, simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.